Salut à tous, c'est Sully Perfect10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande review de WWE Money in the Bank 2023 qui vient d'avoir lieu hier soir. C'était pas tard chez nous, donc ça c'est l'avantage. On a pu passer une bonne soirée et bien profiter de ce show, voilà, qu'on pourrait peut-être considérer comme historique, en tout cas pour certains. Je vais vous dire moi ce que j'en ai pensé. En tout cas, voilà, c'était un show marquant, je pense quand même, de milieu d'année, qui, à l'image du moment où il a lieu, marque un peu un tournant dans l'année. Avant de passer à la seconde partie de l'année, c'est un show qui quand même contenait pas mal d'éléments intéressants et qui va permettre aussi d'amorcer la route vers SummerSlam et même un peu plus loin, avec quand même des perspectives qui peuvent être assez intéressantes en termes de scénarii, en termes de storytelling et de progression des histoires et des personnages. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le catch. Et on va un peu détailler tout ça. Voilà, en tout cas c'est la review donc de Money in the Bank. On va commencer tout de suite. Et je vous appelle déjà à liker cette vidéo au plus grand nombre et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On va essayer de faire une review pas trop longue, en tout cas, bon, comme il n'y a que ça que je vais évoquer, c'est une vidéo spéciale review, ce n'est pas un morceau catch traditionnel. Donc la vidéo ne devrait pas être trop longue. On va essayer d'aller droit à l'essentiel. Voilà, on va déjà commencer tout de suite par le visuel, le poster du pay-per-view avec ma note et en quelques mots ce que j'en ai pensé de façon globale. Voilà le poster et donc la note que vous pouvez voir en bas de l'écran, 3,75 donc pour cette édition 2023 du Money in the Bank, un solide show que je considérais comme je dirais le show des surprises et des émotions, à l'image du titre de ma vignette, So Shocking. Il suffit de regarder quand même justement cette vignette pour s'en apercevoir. Comme j'en parlais dans ma vidéo précédente, on pouvait s'attendre à pas mal de surprises dans un pay-per-view souvent coché par les fans parmi ceux à voir chaque année, qui plus est en Angleterre, dont l'ambiance n'est plus à démontrer. Une édition du Money in the Bank qui fut également la toute première de l'ère Triple H, ce qui permettait aussi d'attiser notre curiosité en découvrant ce qu'il allait nous concocter par rapport aux années Vince. Un vainqueur du Money in the Bank qui figurait parmi les trois favoris, Damien Priest, mais pas franchement le mieux placé pour l'emporter à la base. On pense notamment à LA Knight, qui était le grandissime favori. Un turn de Shayna Baszler sur Ronda Rousey, absolument venu de nulle part, et qu'absolument personne n'aurait été capable de prédire. John Cena, venu nous surprendre en teasant assez largement la tenue d'une édition de WrestleMania en Angleterre, le tout interrompu par Grayson Waller dans un segment quand même bien trop long pour ce qu'il avait à nous raconter. Drew McIntyre venu également faire son grand retour pour se confronter à Gunther afin de teaser un duel inédit à la WWE pour SummerSlam. Et enfin, bien entendu, Roman Reigns qui essuie sa toute première défaite depuis décembre 2019, clôturant une édition de Money in the Bank que l'on pourrait déjà considérer comme historique. Deux Money in the Bank ladder match de qualité, un main event historique, des surprises, mais aussi quelques frustrations. Voici pour résumer le cocktail que la WWE nous a réservé pour ce pay-per-view. Globalement, on passe un bon moment, le show passe plutôt vite, les émotions furent vives, qu'elles soient positives ou négatives, mais après tout, même si on peut ressentir de la frustration, voire de la colère au sortir de ce pay-per-view, l'essentiel n'est-il pas de provoquer des réactions chez chacun d'entre nous. Donc oui, bien sûr, tout ne fut pas à la hauteur des espérances, mais cette note de 3,75 que j'ai donnée à ce pay-per-view me semble assez méritée au vu de tout ce qu'on a pu y voir, en bien comme en mal. Et on pourrait même ajouter une autre surprise, qui était quelque chose finalement qui n'a pas eu lieu, c'est l'intervention de Brock Lesnar, qui finalement a rabrillé par son absence, alors que voilà, il y avait quand même de très grande chance pour qu'il intervienne avant, pendant ou après le match de Cody Rhodes. Et finalement, il n'est pas venu. Donc ça aussi, ça peut être aussi une surprise supplémentaire à ajouter à cette longue liste de surprises dans ce pay-per-view. Voilà, maintenant on va passer comme d'habitude au graphique qui va résumer toutes les notes des matchs qui ont eu lieu dans ce pay-per-view, comme d'habitude. Je vais vous le présenter tout de suite. Voici le graphique. Voilà, donc les notes dans le détail. Le Money in the Bank ladder match masculin, 4 étoiles écart, donc une très bonne note. Ronda et Shayna contre Raquel Eve, 2,5 seulement. Gunther contre Riddle, 3 étoiles et demie. Cody Rhodes contre Dominic Mysterio, 2,75. Le Money in the Bank ladder match féminin,
4 étoiles, donc également une très bonne note. Finn Balor contre Seth Rollins, 3,5. Et enfin, la Bloodline Civil War, 4 étoiles écart pour clôturer ce pay-per-view. Maintenant que j'ai indiqué les notes, on va rentrer évidemment dans le détail de chacun de ces matchs, et en allant dans l'ordre des matchs, hein, dans l'ordre de la carte. Hein. Allez, tout de suite, l'opener, à savoir le Money in the Bank Ladder Match masculin. On rappelle les participants. Il y avait donc Damien Priest, Butch, Santos Escobar, LA Knight, Shinsuke Nakamura, Logan Paul et Ricochet. Donc je lui ai donné la note de 4 étoiles et quart, donc quand même une note assez élevée. Un choix d'opener qui pouvait surprendre, mais il m'a plu ce choix dans le sens où cela permettait de mettre directement en danger tous les champions solo que l'on verra par la suite, hein, à savoir Rollins, Gunther et Reigns, et donc de laisser planer le suspense à chacun de ces matchs pour les spectateurs. Donc un choix qui me semble assez judicieux et intelligent en soi, mis à part bien sûr le fait que c'est aussi un type de match qui se prête bien à l'ouverture d'un show de par son côté spectaculaire. Donc ça aussi c'est une autre raison pour laquelle c'était un bon choix d'opener. Et en effet, ce match a été bien spectaculaire. Hein. Évidemment le public était au rendez-vous et a bien participé à l'action. Logan Paul avait logiquement le rôle du heel ultime et était clairement la tête de turc de tout le monde, à l'image de ce qu'on avait déjà pu voir lors du dernier Rumble. LA Knight était over comme pas possible et personne n'avait son niveau d'overness, même pas Butch, hein, le Britannique. Tout n'était pas parfait dans l'exécution de ce match, ce qui est compréhensible vu certaines prises de risque. Nakamura a balbutié une manifeste tentative de GTS améliorée qui l'a transformé en DDT, et le move du match aura été aussi l'un des moves pas très réussis du match, puisque Logan Paul et Ricochet, qui sont retombés d'une échelle poussés par LA Knight, auraient probablement dû retomber directement sur 2 tables qui étaient disposées à l'extérieur, mais finalement ils ont eu quand même leur grand moment, leur bon moment à deux, comme au Rumble, c'était un spot que j'attendais entre les deux, mais donc ouais, au lieu de tomber directement sur les 2 tables, ils sont arrivés sur les cordes. Du coup Ricochet en plus, donc ils essayent de faire de l'équilibre, les deux, et de se raccrocher un peu aux cordes comme ils pouvaient, et on a quand même eu dans la foulée un Spanish Fly de Ricochet donc sur les 2 tables pour embarquer Paul avec lui, sauf que Ricochet glisse sur sa prise d'appui, ce qui rendait la chute assez terrible à regarder, assez spectaculaire et terriblement dangereuse, et seulement une table sur les 2 aura pété, vu que le spot n'aura pas pu atterrir là où ils auraient voulu le faire. Ricochet fera quand même aussi un dive hallucinant en passant à travers une échelle, chose qui paraît juste impossible à faire, sans oublier un springboard 450 splash sur 2 hommes allongés sur une échelle. Ricochet aura fait ce qu'on attendait de lui, à savoir faire du spot, et il le fait généralement très bien. Ce que j'ai aussi apprécié dans ce match, c'est le fait que pour une fois, dans un match à plusieurs, je n'ai pas eu cette impression que certains faisaient dodo à l'extérieur pendant que d'autres se battaient sur le ring. Les relais étaient vite exécutés et on passait rapidement d'une séquence à une autre. Et en termes de découpage, je trouve aussi que globalement le travail aura été très bien exécuté afin de mettre en avant un minimum chacun des 7 hommes en présence, chose qui n'est jamais facile à faire. Quant au final de ce match, j'ai trouvé aussi qu'il avait été brillamment réalisé, dans le sens où ils auront réussi à mon sens à parfaitement nous duper, car généralement lorsqu'un Money in the Bank Ladder Match a déjà bien duré et que quelqu'un arrive à se débarrasser de tout le monde pour grimper l'échelle et qu'un plan serré est effectué sur lui, en général ça veut dire que le match est terminé, et c'est exactement ce qu'on a eu comme ressenti avec LA Knight après avoir balancé tout le monde hors du ring, sauf qu'au dernier moment, Priest arrive, on voit son bras qui arrive, qui gicle de l'écran là, et qui arrive à étrangler LA Knight pour le faire tomber de l'échelle avec une sorte de Broken Arrow, comme le laissait entendre Michael Cole, avant de finalement se saisir de la mallette. Alors oui, sur le coup, j'étais très déçu pour LA Knight, qui est juste l'un des mecs les plus over de la compagnie actuellement, et comme je le disais dans mon dernier morceau catch, il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud et récompenser LA Knight avec cette mallette. Maintenant, bon, je pense que rien n'est perdu pour lui, bien au contraire. Il va avoir un title shot prochainement, c'est clair et net. Il aura, je pense, son grand moment d'ici quelques temps. Il va falloir juste rester patient. C'est peut-être pas forcément, alors c'est peut-être même certes le mec le plus over, mais son inconvénient, je dirais, peut-être par rapport à Damien Priest, c'est qu'il n'était pas impliqué dans une storyline quelconque, et donc c'était peut-être aussi ce qui lui a manqué pour peut-être nous raconter quelque chose. Et
Justement, quand je disais que LA Knight allait probablement avoir son moment bientôt, c'est drôle de dire ça, car c'est exactement ce que j'avais dit de Damien Priest lors de ma review de Backlash. J'avais alors salué son travail réalisé pour mettre en avant Bad Bunny, et j'avais dit que sa défaite ne ternirait pas sa carrière, et qu'il aurait sa récompense, et qu'il faudra juste s'en souvenir le moment venu. C'est exactement ce que j'avais dit, et j'ai eu raison au final. Et ce moment est venu avec cette mallette, et cela permet aussi pas mal de perspectives intéressantes par rapport à ces tensions avec Finn Balor au sein du Judgment Day, sans oublier le fait qu'en soi, Priest a le charisme nécessaire pour porter un titre majeur. Il a la gueule, voilà, le charisme, le micro est plutôt pas mauvais, et il a le in-ring, donc il a pratiquement le total package. Donc en tout cas, moi, qui avait mis Priest en deuxième, voire troisième choix pour l'emporter du fait qu'il avait beaucoup perdu dernièrement, on peut dire que ce fut quand même un bel écran de fumée de la part de la VVE, et que personnellement ils auront bien réussi à m'avoir. Et malgré ma déception vis-à-vis de LA Knight, je trouve que le choix de Priest est plutôt judicieux, pertinent et cohérent avec l'histoire qu'il vit actuellement avec Balor. Et quand je parle de cohérence, j'en reparlerai plus tard lorsque j'évoquerai le match entre Balor et Rollins, car là aussi, j'ai trouvé brillant ce qu'ils auront réussi à faire avec Priest durant ce match. Donc 4 étoiles écart pour ce solide opener, donc ce Money in the Bank ladder match masculin. Pas spécialement, je dirais, le meilleur qu'ils aient produit, mais à mon sens, c'est quand même l'un des tout meilleurs. On s'en souviendra, et c'était quand même une édition, en tout cas une édition de Money in the Bank ladder match qui était quand même, j'ai trouvé très très agréable et très solide, et avec un vainqueur qui a quand même une certaine pertinence, même si c'était pas mon pronostic, et finalement après réflexion je me dis finalement que j'aurais dû pronostiquer ça et que tout faisait sens finalement. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Ronda et Shayna contre Raquel Eve. 2 étoiles et demie finalement donc pour ce match, qui aurait été finalement la moins bonne note de tout ce pay-per-view, en tout cas selon moi. Comme je l'évoquais dans ma vidéo précédente, je voyais bien ce match en calm the crowd entre guillemets, après un gros match. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici, donc pour moi je pense que c'est la bonne place. Forcément, voir Ronda en cosplay de Majin Vegeta et avec la veste de Trunks m'a bien plu, ça c'était un petit clin d'œil que j'ai bien aimé. Le match a une narration des plus classiques, les heels s'attaquent directement à l'épaule blessée de Liv Morgan, qui lui avait valu de disparaître des rings pendant quelques temps, et obligeant alors Raquel et Liv à rendre vacant leur titre tag. Alors sauf qu'il y a quand même un petit souci à ce sujet, c'est que certes la blessure d'Olive était bien située au niveau de son épaule gauche, après un bump reçu face à Damage Control à SmackDown, effectivement une powerbomb qui avait mal tourné. Cette même épaule gauche que Ronda et Shayna ont travaillé pendant ce match, donc, sauf que in kayfabe, dans l'explication in kayfabe, on nous a quand même souvent remontré l'image en plus. C'était censé se situer au niveau de l'épaule gauche, de l'épaule droite de Morgan, la blessure, suite à un kick. Alors le kick de Dakota Kai qu'elle avait porté dans le coin lors d'un match qui avait eu lieu à Raw. Bon, ça c'était l'aspect kayfabe des choses, mais sa vraie blessure, elle est dans l'épaule gauche. Bon, voilà, ça c'était juste pour le petit détail. Mais ça m'a un peu gêné quand même sur le coup. Morgan, donc, c'est donc l'élément faible des challengers, c'est logique. Jusqu'au tag quand même assez brutal de Raquel avec un beau powerbomb de sa part sur Ronda depuis la deuxième corde pour se dégager d'un triangle. Le combat s'équilibre alors quelque peu. Puis Shayna porte sa Kirifuda Clutch sur Morgan qui arrive à s'en défaire, faisant basculer alors Shayna dans son coin. Ronda en profite alors pour faire elle-même le tag sur Shayna. Elle se présente alors face à une Liv Morgan affaiblie au sol, et elle est en train un peu de la narguer, de la prendre de haut. Et c'est là que l'impensable se produit avec Shayna, qui attaque Ronda dans le dos, et lui porte sa Kirifuda Clutch avant de s'en aller. Le choc est total. Raquel n'a plus alors qu'à porter à Ronda sa Texana bombe et laisser Morgan finir le boulot avec son Oblivion, avec une galipette un peu forcée de Ronda, histoire de vendre la prise du mieux possible. Le choc est juste absolu. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. Alors autant l'idée d'avoir une feud entre Shayna et Ronda, c'est une chose normale en soi et qu'on est, je pense, nombreux à vouloir voir un jour. Mais autant le timing est juste abominable. Ce turn de Shayna sort d'absolument nulle part. Il n'a jamais été teasé dans les weekly. Les deux sont championnes depuis juste quelques semaines. On est en plein match. Morgan est affaibli. Donc les championnes ont l'avantage là dans le match. Et Shayna décide alors de tout foutre en l'air et de se retourner contre Ronda pour un simple tag pris sur elle et qu'elle n'a pas désiré. Juste pour ça. Non, uniquement à partir de ça, non. Ça n'a juste aucun putain de sens.
Vous aurez beau trouver tous les arguments possibles pour justifier ce turn, mais le moment était juste hyper mal choisi pour le faire. Plantez-nous au moins quelques graines avant de faire ça. Faites durer un minimum ce règne, histoire de recrédibiliser un tant soit peu ces titres tags qui en ont bien besoin. Mais ne faites surtout pas ça maintenant, quoi. Je suis dans l'incompréhension la plus totale, très franchement, et ça a pas mal affecté la note finale que j'ai donnée à ce match, à savoir un 2,5, alors que sans ça, je serais sans doute parti vers un 3 étoiles, quoi, à savoir un match potable, plutôt bien raconté, avec des heals et des faces bien établis, une histoire simplement racontée que tout le monde peut comprendre, ça aurait parfaitement rempli son rôle, sauf que ce turn, venu d'ailleurs, affecte beaucoup mon appréciation du match. Je suis très sensible à la cohérence dans le catch, et là, je suis désolé, il n'y en a juste aucune ici. Peu importe la justification hors des rings, hein, une nouvelle coupure de Ronda, de la VVE, une volonté de faire un match Ronda contre Shayna à SummerSlam absolument, ou bien le fait que défendre les titres tag dans toutes les divisions est trop lourd à porter pour Ronda, je n'ai rien à faire, j'en ai absolument rien à faire des justifications, quand elles n'ont pas de logique scénaristique. Je suis désolé, là ça sort de nulle part, le public a beau popper, là ça n'a aucun sens, et en plus c'est quoi l'idée? C'est de rendre Ronda face? Shayna heel, Ronda face? J'ai surtout pas envie de voir Ronda face à nouveau, quoi. On l'a bien vu que ça avait pas fonctionné. Donc là le public a popé évidemment, comme d'habitude, c'est un turn qui va plus gérer à l'avantage de Shayna, évidemment. Bah évidemment, parce que on n'a pas envie de voir Ronda face en fait. Donc on est plutôt content de voir que c'est plutôt Shayna qui turn. Alors que je pense que l'idée c'est pas d'avoir une Shayna face et une Ronda heel, c'est l'inverse. Donc là quand on va retourner dans des villes moins smart, bon, on va voir ce que ça va donner. Ça devrait peut-être un peu plus fonctionner, mais j'en suis même pas si sûr. Parce que Ronda face, c'est pas bon. On s'en souvient de ces promos dégueulasses. C'était nul. Donc voilà, on verra. Alors la feud peut être sympa, évidemment. Il y a tellement de facilité à raconter l'histoire entre les deux, même montrer des images d'archives du MMA, etc. Bref, de l'UFC. Maintenant qu'il y a l'UFC qui est dans le giron de la VVE. Mais franchement, la façon dont c'est raconté, la façon dont on nous le plante, là, on n'est pas prêt et c'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi, je suis désolé, je mets 2,5 et voilà quoi. C'est du gros n'importe quoi. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Gunther contre Riddle pour le titre intercontinental. Un match qui n'avait pas encore été officialisé lors de mon dernier morceau catch il y a une semaine, mais qui était fortement pressenti. Hein. D'ailleurs, j'avais pu en toucher 2 mots dans mon morceau catch en pronostiquant sans trop de risque la victoire de Gunther. 2 hommes qui se connaissent bien et qui ont pas mal lutté en Angleterre à la Progress, comme le rappelait Michael Cole, ce qui rendait ce match totalement légitime pour le clin d'œil. On voit la cheville gauche de Riddle strappée suite à l'attaque de Gunther sur cette même cheville à Raw après que Riddle ait battu Kaiser. Le tout en représailles, bien sûr, de ce que Riddle avait fait à Giovanni Vinci en le blessant après lui avoir porté une ankle lock. Gunther va logiquement revenir sur cette blessure dans le match, à l'image de ce qu'on a vu avec l'épaule de Liv Morgan précédemment, et de ce qu'on verra aussi avec les côtes de Rollins face à Balor plus tard. J'ai globalement aimé ce que j'ai vu, ce fait évidemment brutal, de très bonne qualité, et Riddle a aussi su rendre l'appareil à Gunther, malgré sa cheville endolorie. Malheureusement, cette cheville blessée in kayfabe aura conduit à un match vraiment trop court, d'à peine 8 minutes, puisque Riddle va abandonner suite à une clé de cheville de Gunther bien appuyée. Je suis ressorti de ce match du coup assez frustré, car évidemment, ces deux-là ont les moyens de nous pondre un gros banger si le match dure assez longtemps et que les deux sont à 100%. L'histoire ici a fait que Riddle ne pouvait pas durer bien longtemps dans le ring, ce qui a protégé sa défaite d'une certaine manière, mais malgré tout je reste frustré, car le peu qu'on a vu de ce match était vraiment de très bonne qualité, on pouvait s'en douter. Au final j'ai uniquement donné un 3,5 quoi. Je suis même pas loin de mettre un 3,25, parce que ce match fut tout de même bien court, malgré la grande qualité de ce que j'ai vu. La grosse surprise, finalement, elle viendra après, avec le grand retour de Drew McIntyre, dont les rumeurs disaient qu'il pourrait revenir lors de ce pay-per-view. Et ça peut avoir du sens de le voir face à Gunther, puisqu'après tout, son dernier match remonte à WrestleMania 39, et cette défaite face à justement Gunther, et aussi Sheamus, dans un triple threat match, c'est peut-être là,
d'ailleurs qu'il est dommage que McIntyre ait pris le pin dans ce match par Gunther à WrestleMania, tandis que si Sheamus avait pris ce pin, ça aurait au moins protégé McIntyre dans l'optique de ce match entre Drew et Gunther qu'on nous a encore jamais réservé à la VVE, hein, donc c'est dommage. En tout cas, la pop est d'envergure et voilà, il arrive évidemment, il porte un Claymore à Gunther, il soulève la ceinture. Ça fera une affiche 5 étoiles à SummerSlam que j'ai déjà hâte de voir. Et je dois dire que là, dans l'optique de SummerSlam, ce match, je vais quand même pas mal hésiter avant de pronostiquer la victoire de Gunther. Hein. C'est rare d'hésiter, mais là, je pense que je vais hésiter. Triple H a d'ailleurs précisé en conférence de presse que 75% des choses écrites par les médias au sujet de McIntyre étaient fausses. C'est que Drew avait juste besoin de soigner plusieurs blessures, de régler quelques affaires avant de revenir, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une histoire de contrat, hein, contrairement aux rumeurs. Bon, ça c'est ce que Triple H dit. Hein. Maintenant, est-ce qu'il faut le croire? Ça, c'est une autre histoire. Bref, en tout cas, à 3 étoiles et demie en demi-teinte, hein, donc pour ce match, qui avait quand même un potentiel de fou pour faire bien mieux que ça, et un match face à Drew quand même qui promet d'être un énorme banger. On va passer maintenant au match suivant. Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Seulement 2,75 pour ce match. Un match franchement bien terne, de manière générale, qu'on aurait pu parfaitement voir à Raw. Ripley était bien présente, hein, pour emmerder Cody à l'extérieur dans le dos de l'arbitre. Ça, on pouvait s'y attendre. D'ailleurs, le fait de l'avoir avant même la tenue du Money in the Bank ladder match féminin rendait tout cash-in le même soir quasiment impossible. Ce qui me satisfait personnellement d'ailleurs. Au moins, on va pouvoir en profiter à minima 48 heures. Hein, on verra s'il y a un cash-in à Raw. Ça, j'en doute fort. Dominique, en tout cas, il est là pour la hit. Le public anglais scande des chants à la gloire de Cody, hein, avec aussi le rythme, enfin l'air de Daddy Cool, hein, avec Cody Rhodes, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des chants typiques des Britanniques. Et on finit le match de façon totalement unilatérale, avec une séquence de 45 secondes enchaînant Alabama Slam tourbillonnant, Cody Cutter et Crossroads, le tout avec une facilité déconcertante, un match franchement terne, sans saveur, et qui aurait pu franchement bénéficier d'un peu plus de temps que les 8 minutes 38 dont il a bénéficié. La victoire de Cody est logique, hein, dans l'optique de son très probable match 3 face à Lesnar à SummerSlam. Et justement, la grande question était de savoir quand Lesnar allait intervenir. Et bien finalement la réponse fut simple, hein, puisqu'on ne l'aura juste pas vu du tout, hein, chose qui me surprend quelque peu. Ça aurait pu au moins compenser la mièvrerie de ce match. Peut-être que si McIntyre ne s'était pas déjà pointé juste après le match précédent, cela aurait augmenté les chances de voir Lesnar après ce match, hein, histoire de pas avoir quelque chose en doublon. Il faudra donc attendre Raw avant de voir Lesnar peut-être revenir pour attaquer Cody et lancer ce fameux match 3 avec une stipulation. Ça parle d'ailleurs pas mal d'un Texas Bull Rope match, hein, une stipulation que Dusty Rhodes a bien connue et qui pourrait aussi bien coller à ce que Cody aimerait bien faire. Hein. On verra. Ouais, moi je parlais d'un Dog Collar, mais peut-être qu'un Texas Bull Rope match pourrait aussi convenir. Voilà, 2 étoiles 75 seulement pour ce match totalement oubliable, weekly-esque au possible, et servant uniquement à donner du momentum à Cody en attendant Lesnar, rien de plus. Et encore, est-ce que franchement Cody avait encore besoin de ce momentum supplémentaire? Ça, c'est pas sûr. On va passer maintenant au match suivant, le Money in the Bank ladder match féminin. 4 étoiles, donc une très bonne note pour ce match. Première chose qu'on pourra dire, hein, évidemment, c'est que finalement, mon scénario fou de 7ème fille surprise n'aura pas eu lieu, en partie, en notamment Bianca Belair, même si l'intervention de Belair à SmackDown, hein, pour provoquer un DQ entre Asuka et Flair lors du dernier SmackDown, donc aurait pu conduire à cela. Même si j'ai trouvé que cette intervention de Belair d'ailleurs la faisait passer pour une idiote, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire, en passant. On sera donc resté à 6 filles, et logiquement, le match commence avec Stark et Stratus, hein, venant directement s'en prendre à Becky, alors qu'elle était encore sur la rampe d'entrée. On a un contraste assez saisissant d'ailleurs et intéressant entre un duo très soudé, hein, entre Stark et Trish. Stark faisant tout pour aider Trish à gagner, hein, à défaut de vouloir jouer sa carte personnelle. Et le duo très tendu entre Bayley et Io, qui a eu bien du mal à accorder leur violon, chose qui était bien sûr parfaitement logique. Un match franchement agréable à regarder, hein, qui passait plutôt vite, et avec une bonne histoire racontée entre Becky, Stark et Trish, notamment avec Stark et Trish qui tenteront de menotter Becky
au coin du ring mais sans succès, ce qui vaudra plus tard une belle séquence avec un manhandle slam de Becky porté sur Trish sur une échelle, suivi d'un blockbuster de Stark sur Becky. L'histoire entre ces trois-là n'est sans doute pas terminée et on en verra sans doute la fin à SummerSlam. Le moment fort du match viendra étonnamment de Zelina Vega, ça fallait le prédire, venu porter un code red depuis le sommet d'une échelle directement sur une échelle placée à l'horizontale sur une corde, placée donc portée sur Zoe Stark, un spot qui rappelle furieusement celui du Money in the Bank 2019 avec Andrade qui portera exactement la même prise sur Balor dans un spot tout aussi mémorable. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil, mais c'est vrai que Zelina Vega avait été la manageuse d'Andrade, donc on pourrait aussi y penser. Là-dessus, Io Sky tente sa chance, et là encore, le storytelling est aux petits oignons avec Bayley venu pousser l'échelle, non sans avoir quand même de légers remords, en tout cas c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit sur son visage, et la meilleure séquence arrivera ensuite, à savoir la séquence finale entre les deux Force Women, tout un symbole, avec Becky et Bayley, chacune en train de grimper l'échelle, mais Becky qui redescend Bayley avec une menotte accrochée à sa bouche, et Io Sky qui revient avec un move absolument brillant, en menottant Becky et Bayley à la fois avec une seule menotte, ce qui lui permet de les coiffer au poteau pour récupérer la mallette et s'imposer, même si je me demandais bien ce qu'elle fabriquait, à autant prendre son temps avant d'aller grimper l'échelle. J'étais en live, j'étais en folie, je disais mais qu'est-ce que tu fous, monte. Elle prenait trop son temps, ça m'énervait, mais la pop quand même, elle a réussi à gagner et la pop est d'envergure, et moi aussi j'ai popé, j'étais vraiment très content de ce choix de gagnante qui me semble logique et mérité à la fois. Le public ne s'y trompera pas non plus en scandant des chants You Deserve It. D'un point de vue scénaristique, c'est un aussi bon choix que celui de Priest, comme je le disais dans mon précédent morceau catch, avec possiblement Bayley qui mettra des bâtons dans les roues de Sky avec sa mallette jusqu'à peut-être un match entre les deux avec la mallette en jeu, pourquoi pas, en espérant quand même que si ça arrivait, Sky ne perdrait pas de cette façon, mais en tout cas je pense que ça peut raconter des choses, et là encore, Sky avait l'avantage d'avoir une storyline, donc c'est pour ça que le fait qu'elle ait une mallette aussi, ça aide pas mal, et ça rend justement judicieux le fait de la faire gagner comme c'est le cas pour le Priest, et ce qui était peut-être l'inconvénient pour LA Knight qui n'avait pas de vraie storyline établie à ce moment-là, quoi. En tout cas, la mallette sera le parfait dernier élément, je pense, pour venir casser le binôme Sky Bayley et même Damage Control tout entier, chose qu'il est largement temps de faire maintenant. Au final, c'est sans doute le meilleur Money in the Bank ladder match féminin jamais produit, à mon avis, c'est quand même pas difficile, parce qu'il y a eu quand même souvent des matchs pas terribles dans le passé avec cette stipulation. Et chez les femmes en tout cas. J'ai donné donc un 4 étoiles assez élevé, mais il y a eu de la prise de risque. Le match est bien raconté, de par les actrices en place. Il y a eu une belle exposition pour Zelina Vega qui a parfaitement rempli son rôle d'underdog. Trish n'a pas fait grand chose, mais vu que Stark était là pour lui dérouler le tapis rouge, c'était pas gênant véritablement en soi, et on n'est pas tombé dans la facilité de donner la mallette à Bayley ou même à Becky. Car vu que c'est l'une des dernières choses, le Money in the Bank que Becky n'a pas encore gagné dans sa carrière dans le main roster, bon, ça aurait pu être aussi une facilité de la lui donner, et c'est bien de ne pas être tombé là-dedans. Et franchement, en plus Becky en soi, elle en a pas besoin, et c'est bien d'avoir donné ça à quelqu'un comme Io Sky qui elle, pouvait en avoir besoin, et qui a bénéficié d'une bonne cote de popularité, comme on a pu le voir notamment à Backlash, et aussi à Londres, donc, et ça va lui permettre aussi de prendre davantage d'exposition dans le main roster en tant que lutteuse solo, chose dont elle n'a pas encore beaucoup bénéficié depuis un an, et ce finish est juste impeccable d'ingéniosité et de symbolique aussi avec les deux Force Women, et puis évidemment Bayley, du coup elle passe devant elle, et ça vient offrir une magnifique lumière donc à Io Sky, dont on rêve déjà d'un cash-in sur Asuka par exemple, du moins si Asuka arrive à se sortir des griffes de Flair et de Belair, chose qui malheureusement pour elle est loin d'être acquise. Mais entre Asuka Hill, Flair qui est une face pas crédible, et Belair qui petit à petit est en train de s'orienter aussi vers un heel turn, ce sera très facile je pense pour le public de popper sur un cash-in de Sky, du moins si elle décide de s'orienter vers le titre de SmackDown, mais à mon avis ça va être le cas. On va passer maintenant au match suivant, Finn Balor contre Seth Rollins pour le titre heavyweight. Le strap aux côtes de Rollins est bien visible, même s'il n'était pas énorme, mais il était quand même bien présent. Et forcément, les côtes affaiblies de Rollins auront pas mal servi dans la narration du match. Balor les visant assez copieusement durant le match. L'action est de qualité.
L'alchimie est présente entre les deux catcheurs, ça s'enchaîne bien, jusqu'à ce que l'élément intéressant du match ne survienne, avec Damien Priest qui débarque mallette en main, mais sans sa musique, ce qui pouvait laisser entendre qu'il ne cacherait pas, bien que la configuration rappelait fortement celle de l'emblématique cash-in de Rollins à WrestleMania 31. Évidemment, tout cela perturbe Rollins, et Priest va finalement prendre une chaise pour s'asseoir ringside, comme pour essayer de faire un peu de mind game auprès de Rollins, chose que j'aime bien voir, d'ailleurs chez les porteurs de mallettes. Mais là où cela devient encore plus intéressant, c'est qu'ensuite Balor va capitaliser sur cette distraction et prendre l'ascendant, jusqu'à tenter un coup de grâce sur Rollins qui peut lui donner la victoire, sauf qu'avant de s'élancer, Priest se relève pour distraire Balor, ce qui retardera le coup de grâce et permettra à Rollins de l'éviter avant de placer un curbstomp victorieux. Un très joli move, puisque comme l'a rappelé Michael Cole, ce moment rappelle ce qui s'est passé lors du Raw du 5 juin, lorsque Priest affrontait Rollins pour le titre poids lourd, et avait justement l'avantage sur Rollins, jusqu'à ce que Balor alors se pointe, chose que Priest avait pourtant demandé à ce moment-là de ne pas faire, ce qui a alors distrait Priest et précipité sa défaite. Du coup, ce finish entre Balor et Rollins permet d'avoir une double lecture très intelligente. Est-ce que Priest veut vraiment perturber Rollins en entrant déjà dans sa tête, dans le cadre d'un futur cash-in, ou est-ce que Priest ne voulait-il pas en réalité se venger de ce que Balor lui avait fait un mois auparavant, ou tout simplement, est-ce que ce serait pas les deux à la fois? Donc j'aurais envie de dire les deux, mais en tout cas, l'écriture est très bonne et vient, je pense, légitimer la bonne décision qu'a prise la VVE en donnant la mallette à Priest, misant à fond sur l'histoire entre Balor et Priest au sein du Judgment Day, qui risque bien de pas mal secouer le clan jusqu'à possiblement l'intégration de JD McDonough qui se fait toujours attendre. En tout cas, si j'ai aimé ce finish très pertinent, on ne peut pas dire que ce match fut très réussi en soi. Il avait un potentiel de malade, mais là aussi, j'ai été déçu. Il est même pas meilleur que celui de SummerSlam 2016, auquel j'avais donné la note de 4 étoiles, et qui était déjà lui-même loin d'être parfait. Le catch est bon, l'histoire est bonne, mais il m'en a manqué vraiment beaucoup pour aller au-delà du 3,5 que j'ai donné à ce match. C'est quand même vraiment dommage. Voilà, c'est quand même. Mais au moins, bon, il y a de l'histoire, il y a du storytelling. Ce qu'a fait Priest, c'est quand même, je trouve, très intéressant. Mais c'est vrai que dans le cadre de du in-ring et de la performance du début à la fin de Balor et de Rollins, je trouve qu'on peut. Moi, je reste en tout cas pas mal sur ma fin. On va passer maintenant au main event de ce pay-per-view, à savoir le Bloodline Civil War, très attendu. Mais déjà une première déception quand même, c'était celle de voir que finalement le Bloodline Civil War n'était rien d'autre qu'une tagline et non une stipulation en mode Street Fight ou Tornado Tag Team Match par exemple, chose qui m'a beaucoup déçu, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une vraie guerre familiale, ce genre de stipulation un peu no DQ pouvait très très bien s'y prêter. Alors à moins qu'ils aient fait ça, qu'ils aient considéré ça parce que la santé fragile de Reigns aurait rendu une telle stipulation un peu trop risquée. Bon, c'est peut-être une possibilité. Bref, en tout cas, autant j'avais été moins gêné ces derniers temps par les matchs de Reigns, auxquels j'avais souvent reproché d'être bien trop lent dans la mise en route, autant là, j'ai eu l'impression quand même de retomber un peu dans ces travers, dans ces mêmes travers. C'est simple, le match aura duré 32 minutes au total, et son véritable démarrage n'aura eu lieu qu'après, j'ai regardé, 20 minutes de match, seulement 20 minutes, au moment du hot tag de Jey Uso venant s'en prendre à Solo. Les 20 premières minutes ne furent qu'une très longue introduction, où pour ainsi dire rien ne se passe. Reigns, comme d'habitude, entre sur le ring avec parcimonie, on ressort en restant bien tranquillement à l'extérieur, en s'amusant un peu avec un public britannique très chambreur, demandant à chacun de se lever s'il n'aimait pas Roman Reigns. On aura juste eu un peu de tension au début de match, avec Reigns venu réclamer un tag à Solo, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En revanche, il y a vraiment rien à dire sur les 12 dernières minutes, qui furent comme toujours, avec la Bloodline, un véritable chef-d'œuvre de storytelling, de drama, de suspense, d'intensité et d'investissement de la part du public et des fans qui regardent ce match à distance. On n'oubliera évidemment pas le traditionnel ref bump qui ne nous surprendra plus dans les matchs de Roman Reigns. Un ref bump au cours duquel un 1D sera porté par les Usos sur Reigns, mais forcément personne n'est là pour faire le tomber. Et là, en tout cas pour faire le compte, et l'un des moments forts
arrivera juste après avec un solo de plus en plus à l'aise, hein, et prouvant en fin de compte que les Usos avaient récemment la veille à SmackDown raison, hein, en adhérant à l'idée de voir Solo devenir le prochain Tribal Chief, hein, puisque Solo va venir porter un Samoan Spike à Jimmy, sous les yeux d'un Reigns manifestement impressionné, et préparant alors Jay pour une combinaison dévastatrice, hein, comme s'il gouvernait alors le duo, offrant alors à Reigns la possibilité d'un spear, avec Solo portant dans le même temps un Samoan Spike à Jay, hein, le Spike and Spear, hein, comme le dit Michael Cole. C'est le moment alors pour l'arbitre de revenir. Le public est médusé, hein, et moi aussi. Très franchement, on se dit que là, le match est terminé, surtout sur une telle combinaison. Et comme un symbole, Solo vient empiler Jimmy sur Jay, offrant alors à Reigns un pin qui rappelle forcément celui qu'il avait fait sur Bryan et Edge à WrestleMania 37. Et c'est là que les Usos arrivent à se dégager, déclenchant une pop phénoménale à laquelle j'ai moi-même participé, hein, tellement je n'y croyais pas. La réaction de Reigns, Solo et Heyman est juste parfaite et on est à fond dans le match. Et à nouveau ici, Solo montre à Reigns d'une certaine façon qu'il a ce qu'il faut pour être un futur Tribal Chief en enchaînant Jay avec des droites face à un Reigns décontenancé, ce qui permet alors de remettre Reigns en selle en faisant de même à son tour. Solo ratera alors un splash sur Jimmy sur la table des commentateurs après une esquive de Jimmy, hein, une manœuvre que Reigns avait demandé à Solo de faire, en tout cas il l'avait pas mal poussé pour faire ça, mais ce ne fut pas le dernier grand moment de ce match, puisque suite à un spear de Reigns sur Jay, Jay non seulement va se dégager, mais en plus en portant un low blow à Reigns en même temps, ce qui est un rappel évident et encore très intelligent de ce que Reigns avait lui-même fait à Jay lors de leur match de Clash of Champions en 2020, 3 ans auparavant, hein, c'était le tout début du règne de Reigns, donc une écriture d'une qualité folle pour un magnifique clin d'œil, et on termine avec cette magnifique touche finale, avec les Usos dans le coin, et Jay venu porter un splash victorieux sur Reigns à la façon des Head Shrinkers, l'ancienne équipe évidemment de leur père Rikishi, hein, c'est exactement la même position entre Samu et Fatu, incroyable sensation, hein, ils ont osé, Reigns essuie son premier pin depuis décembre 2019, une éternité, 3 ans et demi d'attente, la pop est d'envergure, la surprise est totale, une incroyable fin de match, pour une émotion sincère, naturelle, finalement les Usos l'avaient prédit, hein, la veille, que Reigns allait prendre le pin, un match historique, à nouveau délivré par la Bloodline, le tout face à un public de feu. On pouvait rêver une meilleure fin, hein, pour clôturer cette édition du Money in the Bank 2023. Alors oui, ces 20 premières minutes m'ont pas mal usé, mais les 12 dernières furent tellement qualitatives que j'ai tout de même pu donner une très bonne note de 4 étoiles et quart à cet excellent main event. Alors évidemment l'atmosphère tout autour, ainsi que la qualité de l'histoire, ils sont pour beaucoup. Sinon je n'aurais pas pu donner une aussi bonne note. Et si la mise en route avait été moins longue, j'aurais pu monter sans doute plus haut aussi. Un match en tout cas qui permet aussi de planter de belles graines quant à la montée en puissance de Solo Sikoa, comme je l'évoquais déjà dans mon précédent morceau catch. Et quand on voit le segment de le SmackDown la veille, ainsi que l'écriture de ce match, on se dit qu'un Solo versus Reigns à SummerSlam est fortement envisageable, même si évidemment le pin que Jay vient d'effectuer va aussi fortement le mettre dans la course. Ce sera intéressant à suivre pendant les 5 semaines à venir de build-up vers SummerSlam. Qui sera challenger de Reigns? Il y a de bonnes chances que ce soit ou Jay ou Solo, voire peut-être les 3 dans un triple threat match, mais en tout cas, il y a une bonne odeur de fin d'histoire avec le règne de Reigns, quoi. Là, on sent fortement la fin de l'histoire, quoi. Ça va être très intéressant. On en parlera bien sûr dans un mois pour les pronostics de SummerSlam. Voilà, j'en ai déjà terminé avec la review de Money in the Bank 2023. J'espère que ça vous plaira. Comme je vous l'avais promis, c'était une vidéo plutôt courte, hein, dans l'ensemble. Maintenant, on va se retrouver dans un certain temps. Maintenant, il va falloir attendre le 30 juillet, hein, normalement, pour le prochain morceau catch, hein, et ma prochaine vidéo, donc, le morceau catch numéro 19, qui va évidemment parler des pronostics de SummerSlam. Une grosse carte, hein, probablement, une carte assez dense, il y aura pas mal de choses à dire, et évidemment il y aura aussi le traditionnel top 5 des meilleurs matchs des 5 dernières semaines. Voilà, en tout cas, il y aura encore de très belles choses à vivre dans les semaines et mois à venir. Ouais, il va encore se passer encore plein de choses, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner aussi votre avis sur cette édition de Money in the Bank. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous êtes
plus, je dirais, plus enthousiaste que moi, ou peut-être plus sur la retenue, donnez votre avis, donnez vos notes, hein, faites ce que vous voulez, et partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, ça me ferait très plaisir. On se retrouve donc dans 4 semaines, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo!